Nous allons parler donc aujourd'hui du conflit en entreprise. Nous allons vous apporter quelques outils pour pouvoir notamment mener une gestion de conflit. Donc moi, je me présente, je suis Cyrielle Lopez-Brizard, je suis psychologue du travail et ergonome et je suis accompagnée de Mathilde. Oui, bonjour, Mathilde Temps-Hellec et pareil, tout comme Cyril, je suis psychologue du travail et ergonome pour Horizon Santé Travail. Alors donc, tout au long de notre présentation, nous allons, comme vous l'avez bien compris, parler du conflit. Nous allons vous présenter qui nous sommes, qui est votre service de santé au travail, qu'est-ce qu'un conflit au travail, et puis nous verrons également l'identification d'un conflit au travail et comment mener cette fameuse gestion de conflit. Et on a oublié de préciser, mais il y a Marie-Laure Oliveira qui est dans le chat pour répondre à toutes vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à taper dans le chat. Elle pourra répondre à toutes vos interrogations. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, donc, l'équipe composée de quels membres est composée cette équipe d'Horizon Santé Travail, votre service de santé au travail? Le médecin du travail, bien évidemment, que vous avez très certainement rencontré lors de vos visites médicales. Il est également entouré de l'infirmier en santé au travail et de l'assistant médical. Donc, c'est le premier contact que vous avez normalement lorsque vous prenez rendez-vous, par exemple. Mais il est également entouré d'une équipe de préventeurs, psychologues du travail et ergonomes, comme Marie-Laure, comme Mathilde et moi. Vous avez également des ingénieurs en hygiène et sécurité qui sont spécialisés notamment sur tout ce qui est problématique de bruit, risques chimiques, documents uniques. Également des assistants en service de santé au travail qui sont en général les premières personnes que vous pouvez voir en entreprise puisqu'elles réalisent notamment ce qu'on appelle la fiche d'entreprise. Et puis elles peuvent également vous conseiller sur l'élaboration du document unique, vous accompagner dans cette réalisation. Vous avez également des ergonomes donc, qui sont là pour justement apporter tout un tas de conseils sur l'aménagement des postes de travail, analyser l'activité dès lors qu'il peut y avoir des problématiques de santé et proposer des plans d'action pour l'amélioration. Et les psychologues du travail, nous faisons de la sensibilisation, de l'information comme aujourd'hui, mais nous intervenons également pour mener des diagnostics, risques psychosociaux, pour conseiller, vous l'avez bien compris, sur cette fameuse thématique des risques psychosociaux. Nous pouvons également mener des gestions de conflits en entreprise, nous allons le voir lors de cette présentation. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à faire appel à votre médecin du travail en passant par l'assistant médical pour pouvoir prendre rendez-vous dès lors que vous rencontrez une problématique de santé ou au niveau de l'organisation du travail. Vraiment, n'hésitez pas. Nous avons également des assistantes sociales, 2 assistantes sociales notamment. Donc, pareil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous toujours en passant par le médecin du travail. C'est lui qui anime et coordonne son équipe. Et puis, bien sûr, le médecin du travail, vous pouvez le rencontrer en passant par votre entreprise, bien évidemment, mais on peut également prendre rendez-vous sans en informer son entreprise sur un jour de congé, de RTT, autre. Et l'employeur peut également prendre rendez-vous pour l'un de ses collaborateurs si il est témoin de problématiques de santé ou autre. Voilà, n'hésitez surtout pas. Donc, nous allons démarrer notre présentation sur le conflit. Et donc, lorsque l'on vous parle de conflit au travail, à quoi ça vous fait penser? Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'idée? N'hésitez pas du coup à l'inscrire hein, sur le chat et on verra ensemble du coup vos réponses. Des mots, des Tout situations, à des fait. images, Des exemples, n'hésitez pas. voilà. Donc, il y a Mise à tension, l'écart, mise à tension. l'écart. Bon, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde, hein, le conflit au travail, malheureusement. Peut-être que vous avez déjà rencontré une situation Peut-être que vous en avez été témoin aussi, vous avez des collègues. témoin, ouais. Manque de communication, échange houleux, relation difficile avec un collègue, incompréhension lors d'une réunion, opposition systématique, exactement. Tout ça, on va le revoir un petit peu plus tard. Stress, ouais. Violence, ouais. Interprétation des non-dits, oui. Isolement. Mhm. Exactement. Charge de travail due à la réduction des postes, oui. Aussi, c'est possible, effectivement.
Alors, on laisse les dernières personnes, écrire. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent encore. Création de clan, oui. Non. Communication, perte d'intérêt, remise en question. Oui, oui, oui. Changement de discours, ouais. Donc bon, vous voyez, il y a énormément de choses, hein, qui nous font penser santé et qui nous font penser, voilà, en conflit, au travail, hein, donc il y a pas de mauvaise réponse. Du coup, au niveau des mots-clés, voilà, on a mis un petit peu qui sont ressortis, dans les commentaires. L'idée, voilà, c'était de reprendre les mots qui ressortent le plus souvent. Mmh. Exactement. En tout cas, merci pour votre participation. Alors, on va voir maintenant des situations. Est-ce que vous avez déjà rencontré l'une de ces situations suivantes? Alors, ou rencontré, ou vous avez été témoin, hein, bien sûr. Donc, 2 salariés qui s'ignorent, qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez juste répondre par oui, non, dans le chat. Oui, ça vous parle? Oui, ça vous parle beaucoup. Très bien. Un salarié qui s'isole et qui n'arrive pas à s'intégrer au groupe. Est-ce que vous avez déjà été témoin, de cela ou même vous, peut-être concerné par cette situation? Beaucoup de oui dans le chat, hein. Beaucoup de oui, hein? Oui. Bon, on sent l'intérêt du coup, de cette sensibilisation, au conflit en entreprise. Et donc dernière situation, la communication qui est rompue avec le manager. Est-ce que ça vous parle également? Et oui, ça vous parle aussi. Bon, bah, Il y a très même bien. des oui en majuscules. Oui, tout à fait. Donc là, on a vraiment beaucoup de oui, on sent vraiment l'intérêt, de cette sensibilisation et on va voir, du coup, tout au long de cette présentation, comment justement, réagir face à un conflit, comment le mener et puis surtout, qu'est-ce qu'un vrai conflit? Parce que c'est important et donc forcément, je passe la parole à Mathilde qui va très bien nous expliquer ce qu'est un conflit au travail. Oui, voilà, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, si jamais ce n'est pas clair ou si vous avez des remarques à faire, à écrire, dans le chat. Donc, qu'est-ce qu'un conflit? Bah, la définition d'un conflit au travail, c'est perçu comme tout différend, toute perturbation dans la relation aux autres qui affecte le déroulement de l'activité. Donc ça, c'est vraiment, la définition d'un conflit. C'est différent d'un problème et c'est encore différent d'un désaccord. Un problème, c'est bah, en fait, tout problème, la plupart des problèmes vont avoir leur solution. Un désaccord, c'est une proposition plutôt, de différentes solutions. On est entre amis, on parle d'un sujet, on va avoir des avis différents, mais ça ne veut pas dire qu'on est en conflit. La plupart du temps, on va quand même rester amis avec ces personnes-là. Donc là, l'intérêt, ça va être de comprendre quelles pourraient être les causes des conflits, de savoir gérer les conflits. Et donc, les causes peuvent être diverses, leur intensité aussi. Donc, comment agir face à un conflit au travail? Il y a 3 stades dans un conflit. On va le revoir un petit peu après avec une pyramide qui sera encore mieux expliquée. Mais en gros, ce qu'on va dire, c'est de prendre, hem, dès que vous avez des petits signaux, le but, c'est pas d'ignorer les tensions qui peuvent exister, les petits conflits qui peuvent apparaître. Donc la première étape, ça va être l'attention. On constate qu'il y a un problème, un désaccord. Alors pour l'instant, il n'y a pas de risque forcément de conflit. Les interlocuteurs sont pas forcément au courant de cette tension-là, c'est pas forcément apparent aux yeux de tous. Au niveau des signaux, bah, on s'écoute pas trop, on se dit pas forcément bonjour, on a des postures, corporelles qui vont être plutôt fermées. Ça peut être réglé assez rapidement quand on est encore au stade de tension. On analyse le problème, on communique avec, les 2 parties et on met des solutions, rapidement, en place. Si on attend, qu'on gère pas rapidement cette phase de tension, ça peut augmenter, s'escalader et aller, au niveau de la crise. Donc là, la crise, c'est une communication qui devient un peu plus difficile. Chacun campe sur ses positions. Là, l'apparition du conflit est vraiment un petit peu apparent aux yeux de tous. Le stade du conflit est franchi lorsqu'il y a une crise, les échanges deviennent plus houleux, le ton se durcit, pareil, on se dit pas bonjour, les postures corporelles sont fermées et si on attend davantage, et ben là, c'est l'escalade. C'est lorsque le désaccord dure depuis un certain moment. Donc généralement, les conflits, on les prend en considération dès lors que ça dure, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc
Là, l'escalade, hein, le conflit est vu aux yeux de tous. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les personnes ne peuvent plus se supporter, que c'est même plus professionnel, mais ça devient même personnel. Il y a un mal-être qui peut apparaître, hein, des 2 parties, un évitement, une ambiance qui va se dégrader, hein, si, le conflit a lieu dans un service et des performances qui peuvent, baisser. Ça, on va le voir, aussi un petit peu après. Donc c'est pour ça, hein, on dit que tout est une question de performance. On vit en communauté. Il y a une petite faute, on vit en communauté avec des codes et des règles à respecter. Nous sommes au travail, et donc on doit prendre parfois, sur soi. On ne peut pas parler à nos collègues comme on parle à nos amis dans la vie, dans notre vie personnelle. On a aussi chacun notre humeur du jour, c'est aussi important à prendre, en compte. Par exemple, Cyrielle qui passe dans mon bureau, je sais pas, elle est pas très bien, elle est pas dans une humeur, habituelle. Elle passe, elle me dit pas bonjour. Bah, le but, c'est pas de prendre les choses pour moi, d'interpréter, de me dire: «Ah OK, c'est bon, Cyril, elle me dit plus bonjour, je sais pas ce qu'elle a, elle a du mal prendre ma remarque d'hier». Le but, c'est de communiquer, de dire: «Bah, peut-être que Cyrielle, elle est dans son humeur, que quelque chose ne va pas. Moi, je vais aller la voir et je vais lui demander, voilà, si quelque chose ne va pas» et puis finalement, je vais apprendre que voilà, elle s'est fait mal et que ça va pas du tout et que si elle ne m'a pas dit bonjour, c'est pas parce que justement elle a mal pris ma remarque d'hier, mais juste parce qu'elle ne va pas bien. Donc c'est aussi important de garder ça, en tête, que chacun a ses humeurs et qu'on ne peut pas, être, vraiment très souriant, penser à dire bonjour à tout le monde, tout le temps. Mais ce que j'aurais pu lui dire, c'est: «Écoute Cyrielle, le fait de ne pas m'avoir dit, bonjour, ce matin, ça m'a un peu blessée, donc la prochaine fois, est-ce que tu peux me dire bonjour?» et puis elle, elle peut me dire: «Bah, voilà, j'ai pas le temps, mais si tu veux, je te fais un signe de la main et comme ça sera mon signal pour te dire, ma façon de te dire bonjour, le matin». Alors, la démarche ensuite pour identifier un conflit au travail, puisque on va voir que il y a plusieurs natures du conflit. Il va y avoir des conflits interpersonnels. Donc là, c'est entre 2 personnes, que ce soit 2 salariés, un manager et un salarié, sa hiérarchie, et cetera. Il peut y avoir des, conflits intrapersonnels, donc c'est dans notre intérieur. Il y a un conflit de valeurs. Le travail que j'effectue actuellement n'est plus en adéquation avec mes valeurs. Ça peut être un conflit intergroupe entre 2 groupes ou intragroupe au sein d'un même groupe. Une fois qu'on a repéré la nature du conflit, le but c'est d'identifier les causes du conflit. Il peut y avoir 4 causes du conflit, qui sont liées au travail, hein, à chaque fois. Donc dans la relation, un désaccord dans la relation. Qu'attend-on de l'autre? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dans la procédure, sur le comment, un désaccord sur le comment. Comment le travail doit être-il fait? Non, comment le travail doit-il être fait, pardon. Sur la tâche, un désaccord sur le quoi. Qu'est-ce qui doit être fait? Ou un désaccord sur le statut, qui est en charge de quoi? Et pour avoir fait, plusieurs, gestions de conflits avec Cyrielle, on s'est vraiment rendu compte que la plupart du temps, la cause du conflit venait du qui fait quoi, venait de la fiche de poste. Qu'en fait, les missions de chacun n'étaient pas clairement définies aux yeux de tous et que donc quelqu'un faisait le travail de l'autre, ça créait des tensions et là, il y avait un conflit à gérer. Donc vraiment, le plus important, c'est de revoir les fiches de poste, de s'assurer que tout le monde ait bien compris son rôle, son statut, les procédures et les relations que chacun doit avoir avec l'autre. Et là, vous allez voir que bah, la plupart des conflits peuvent être réglés juste en regardant de nouveau les fiches de poste qui sont parfois obsolètes et qui n'ont pas évolué avec les tâches de chacun. Donc, c'est essentiel de chercher la cause du conflit dans l'organisation du travail. Souvent, on entend, «Oui, lui, je peux plus me le voir, c'est personnel», mais vous allez voir que la cause, vraiment le début du conflit, démarre vraiment à 80 du travail. Donc c'est pour ça qu'on cherche la cause du conflit dans l'organisation du travail le plus rapidement possible. On n'attend pas que ça perdure dans le temps, parce que plus on attend et plus ça va être compliqué. Heu donc, on a vu, hein, qu'un conflit, on va le revoir avec le schéma, d'après, qu'un conflit s'intensifie pas d'un coup, hein. Il y a quand même des montées, ça va crescendo. Plus on attend et plus on va aller dans la zone rouge. Donc voilà, hein, ça va être, l'identification un petit peu des manifestations. Donc à gauche, on a, tout en bas la première étape, c'est donc,
On va observer qu'il y a des différences d'opinion, une installation de la méfiance, une absence d'empathie d'échange. Là, on va être dans un modèle gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même une opposition quand même rationnelle, plutôt contrôlée. Le dialogue, il va être possible pour sortir de cette situation un petit peu de tension, avec une recherche de solutions communes. Et donc là, les attitudes et les conseils recommandés, bah, c'est le manager, le responsable, qui va agir dès les premiers signaux d'alerte pour identifier, et comprendre la dégradation des relations, hein, des conditions de travail, d'accompagner dans la recherche de solutions et aussi de faciliter l'expression de chacun, des ressentis, des besoins de chacun. Quand je parlais de communication, vraiment des 2 parties, voilà. Quels sont tes besoins? Quelles sont tes attentes de l'autre, de ton travail et cetera? Et de trouver des solutions gagnant-gagnant. Si on ignore cette partie-là, ça peut augmenter, hein, ça s'escalade et donc ensuite il peut y avoir des attaques indirectes, des suspicions systématiques, des menaces. Là, c'est vraiment à la vue de tous, hein. On va être dans un modèle gagnant-gagnant puisque il va y avoir une cristallisation des tensions avec des relations entre et une cristallisation des tensions et des relations des personnes. Il y a quelqu'un qui va prendre l'ascendant sur l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'un modèle gagnant-gagnant. Il y a quelqu'un qui va plutôt gagner et l'autre qui va plutôt perdre. Donc là, c'est nécessaire quand même de faire appel à une personne extérieure, un médiateur, pour rechercher des solutions. On considère que si en interne vous n'avez pas réussi, si le manager n'a pas réussi, au niveau hiérarchique, il n'y a pas eu de solution apportée ou la situation n'a pas, évolué, c'est bien de faire appel à une personne externe à l'entreprise. Et enfin, si vous attendez davantage, là, vous êtes dans la partie, rouge. Donc là, ça va être des attaques vraiment ciblées, ça va devenir plutôt, personnel, hein, que professionnel avec, une recherche de destruction de l'autre. Donc là, vraiment, destruction matérielle, psychologique, un modèle perdant-perdant puisque les 2 parties, vont subir cette situation-là et vont être dans le mal souvent, hein, de cette situation-là. On va dire, «Je vais au travail avec la boule au ventre, j'ai plus envie de croiser cette personne-là, j'ai plus envie de lui parler» et cetera. Donc là, pareil, si en interne, la recherche de solution n'a pas abouti, c'est bien de faire appel à une tierce personne, que ce soit un cabinet, que ce soit, votre médecine du travail, pour vous aider à trouver, des solutions, dans cette situation-là. Donc maintenant, on va passer à des petites questions qu'on va vous poser. Je vais laisser, Cyrielle, reprendre, la main, pour vous poser des petites questions concernant les conflits au travail. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, vous pouvez nous répondre via le chat encore. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de... Voilà, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas là pour... voilà, même si vous n'avez pas la bonne réponse, pas d'inquiétude. Alors, première question. Le manque de reconnaissance, de communication ou l'indifférence peut déclencher un conflit professionnel. D'après vous, c'est plutôt vrai, c'est plutôt faux? Alors, on a beaucoup de A, beaucoup de vrai, du coup. Et c'est la bonne réponse. En effet, le manque de reconnaissance, on le voit, hein, ça peut générer des conflits. Le manque de communication, bien sûr, et l'indifférence peut complètement déclencher des conflits, puisqu'on va être vraiment sur les relations, hein, on va le voir par la suite, hein, c'est une famille de facteurs, ce qu'on appelle vraiment les rapports sociaux au travail. Et en effet, s'ils sont dégradés, cela peut complètement générer des conflits. Autre question, je fais face à un conflit avec un collègue. Vers qui dois-je me tourner? Donc là, il peut y avoir vraiment plusieurs réponses possibles. J'ai donné un petit peu la réponse juste avant, donc normalement ça devrait vous aider. Alors, on a du ABC, on a du BC, BC, ABC, BA. Je pense qu'on peut donner la réponse. On va donner la réponse. Eh bien, il fallait répondre les 3 ABC du coup. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en effet, alors, je n'ai pas envie de dire qu'il y a un ordre, mais quelque part un petit peu,
Dans un premier temps, bien évidemment, on va peut-être s'adresser au responsable, sauf si bien évidemment, il fait lui-même partie du conflit. Là, alors, on s'adressera plutôt aux ressources humaines, mais même si c'est avec un autre salarié, on peut tout à fait avoir ce réflexe de s'adresser aux ressources humaines qui sont plutôt extérieures à l'équipe et qui peuvent également donc intervenir, mener une enquête, aider par rapport, mener en tout cas une gestion de conflit. Le service de santé au travail, alors, on n'a pas non plus envie de le mettre en troisième étape. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien souvent, avec Mathilde et Marie-Laure, quand nous sommes missionnés pour mener une gestion de conflit, en général, on nous appelle en dernier recours parce que le conflit est présent depuis bien souvent des années ou en tout cas depuis des mois et des mois. Donc l'idée, c'est que forcément, ça va être plus difficile d'intervenir, pas impossible, bien sûr, mais plus difficile parce que là, on l'a vu, il y a plusieurs stades au niveau du conflit et nous, on intervient vraiment en dernier recours. Eh bien, l'idée, c'est de se dire que plus nous, on va pouvoir aussi intervenir tôt dans le conflit, plus on aura un taux de réussite élevé, j'ai envie de dire. Donc, l'idée, c'est pas non plus de trop attendre que le conflit soit mis en place pour justement se tourner aussi vers le médecin du travail qui est également là pour ça. Et bien évidemment, si vous lui faites part d'un conflit, il pourra du coup nous missionner pour intervenir ou en tout cas, on peut également être amené à conseiller le manager ou les ressources humaines pour justement mener cette gestion de conflit. Donc surtout, ne pas hésiter. Donc voilà, l'idée, c'est bien sûr, ces trois interlocuteurs peuvent bien sûr accompagner face à un conflit. Donc, mais je n'ai pas non plus envie de dire qu'il y a forcément un ordre. Vous pouvez bien évidemment vous tourner vers le médecin du travail. Les conséquences d'un conflit au travail. Alors, si un conflit perdure, cela peut avoir bien sûr des répercussions sur l'individu, mais également sur le collectif, puisqu'on l'a vu, au début, le conflit va être entre deux personnes, et puis ensuite, il va toucher le collectif parce qu'il va être à la vue de tous. Et puis, il peut y avoir également des clans qui peuvent se former dès lors qu'il y a un conflit. Donc, vous voyez, ça va toucher peut-être dans un premier temps un individu ou deux individus, et puis ensuite le collectif, mais aussi toute l'entreprise, parce que dès lors qu'il va y avoir un conflit, il peut y avoir une perte de motivation, de l'absentéisme, parce que les personnes directement concernées peuvent être arrêtées, parce que cela va impacter clairement leur santé, leur sommeil, leur alimentation, leur santé. Donc, elles peuvent être arrêtées. Ça va donc générer potentiellement une surcharge de travail au sein de l'équipe. Donc, vous voyez, ça a vraiment des répercussions également sur l'entreprise à terme si rien n'est mis en place. Il faut entendre qu'un conflit au travail, il est dans une grande majorité des cas lié aux facteurs de risque psychosociaux. Ils vont alors donc être non identifiés, non maîtrisés. Je vous donne des exemples, ça peut être des fiches de poste mal définies, des objectifs de travail qui ne sont pas clairs, une mauvaise communication, une charge de travail qui va être excessive, un manque de reconnaissance. On va le voir par la suite quels sont ces fameux facteurs psychosociaux et que bien évidemment, lorsqu'ils ne sont pas identifiés, pas maîtrisés, qu'il n'y a pas d'action mise en place pour les limiter le plus possible, on peut avoir des conflits. Et comme vous l'a très bien expliqué Mathilde précédemment, bien souvent, nous, quand on intervient, quelles vont être l'origine, en tout cas les causes en général de ces conflits, et bien souvent, on se rend compte que ce sont des fiches de poste qui ne sont pas précises, mal définies, floues, ou une absence de fiches de poste. Bien sûr, c'est très important qui fait quoi au sein d'une équipe pour vraiment se dispatcher le travail, que le dispatching soit fait de manière équitable, encore une fois, que les objectifs soient précis. La communication aussi, c'est important, mais vraiment, ça, c'est en règle générale les causes que l'on voit le plus souvent qui sont à l'origine de conflits. Donc, comme je vous le disais, ces fameux facteurs psychosociaux peuvent en effet être à l'origine du conflit. Et donc, l'idée, c'est qu'on voit un petit peu ensemble de quoi est-ce qu'il s'agit pour bien comprendre. Donc, pour que ce soit un peu plus facile de compréhension, ces différents facteurs psychosociaux ont été rangés dans des familles, donc 7 grandes familles, d'après l'INRS qui est vraiment notre référence en matière de prévention des risques professionnels. Et donc, on va retrouver, vous allez voir, ça va peut-être vous parler par rapport à votre propre activité. On a la première famille. Donc là, c'est tout ce qui est intensité et complexité du travail. Donc vraiment, cette première catégorie, elle comprend vraiment tout ce qui est notion d'exigence psychologique,
d'effort, mais plus largement ce qu'on appelle les contraintes de rythme, l'exigence des objectifs, est-ce qu'ils sont réalistes, est-ce qu'ils sont flous, l'exigence de la polyvalence qui peut ne pas être maîtrisée, les instructions contradictoires, les interruptions de la tâche, les interruptions dans le travail. Alors juste, je m'arrête quelques secondes sur cet élément qui peut être très intéressant. Une étude d'une université californienne a démontré que l'on mettait en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour revenir en fait à la tâche en cours et retrouver la concentration initiale, la performance que l'on avait au moment où on a été interrompu. Donc pour ça, c'est intéressant de se dire que plus on va être interrompu dans son travail, plus ça va le perturber et clairement ça peut expliquer des objectifs qui ne sont pas atteints, toutes les tâches prévues qui ne sont pas réalisées par exemple. Et ça peut être également source de conflit, cette interruption dans le travail. Donc, c'est vraiment important de le prendre en compte. Autre famille, tout ce qui va concerner les exigences émotionnelles. Donc, elles font vraiment référence à la nécessité de maîtriser, de façonner ses propres émotions. Elles concernent vraiment les métiers, essentiellement, j'ai envie de dire, les métiers de service. Par exemple, vous voyez, cette exigence du sourire, de la bonne humeur. Ça peut être des tensions avec un public, avec un client. Ou alors, ça peut être également le contact avec la souffrance ou la détresse humaine. Donc là, on le voit, il y a vraiment des métiers, ça va faire partie de l'activité. On ne pourra pas le supprimer, mais on pourra mettre en place des actions pour limiter le plus possible, des process, pour rassurer, des formations. Vous voyez, donc l'idée, vraiment, c'est de pouvoir limiter le plus possible les facteurs. Autre famille, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, notamment lors du quiz, les rapports sociaux au travail dégradés. Donc vraiment, ils incluent les relations avec les collègues ou avec la hiérarchie. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'équilibre, effort, récompense. Est-ce que nous appelons en fait la justice organisationnelle. Vraiment, les violences internes au travail font partie du coup de ces rapports sociaux, les conflits notamment du coup, qui peuvent en arriver jusqu'à des violences verbales ou même physiques. Les horaires de travail difficiles. Donc, ce sont notamment les longues journées de travail, le travail en horaire atypique, en 2-12, en 3-8, l'imprévisibilité des horaires de travail, tout ce qui fait référence, bien sûr, à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Donc là, bien évidemment, le droit à la déconnexion, lorsque l'on est notamment en télétravail et qu'on a tous les outils pour pouvoir travailler à domicile. Voilà, vraiment cette frontière entre la vie perso et la vie pro, elle est essentielle. La faible autonomie au travail. Donc l'autonomie au travail, ça désigne la possibilité d'être acteur dans son travail. Elle inclut les marges de manœuvre, la possibilité de s'auto-organiser dans son travail, mais également la participation aux décisions qui concernent directement son activité, l'utilisation également, le développement de ses compétences. Et il faut savoir que plus on va avoir d'autonomie, moins on aura de risque d'être en souffrance. L'insécurité de l'emploi et du travail. Alors, cette famille de facteurs, elle comprend à la fois donc l'insécurité socio-économique, notamment la peur de perdre son emploi, le non-maintien du niveau de salaire, les contrats de travail précaires, également le risque de changement non maîtrisé de la tâche et des conditions de travail lorsqu'il y a une restructuration, une fusion, une incertitude sur l'avenir de son métier. Mais ce changement, ça peut être également tout simplement, je vous en parle en connaissance de cause, puisque nous allons très prochainement nous-mêmes changer de logiciel. Et bien voilà, le changement d'un logiciel, ça s'anticipe, ça s'accompagne, ça nécessite une bonne formation. Et donc voilà, vous voyez, tout changement dans l'organisation nécessite d'être accompagné. Et dernière famille de facteurs, les conflits de valeurs. Alors j'ai envie de dire que c'est la famille de facteurs la plus forte. C'est lorsqu'il va y avoir en fait un conflit entre ce qui est exigé au travail et les valeurs professionnelles, sociales ou même personnelles des salariés. Je vous donne un exemple. Faire un travail que l'on juge inutile. Ça peut être par exemple vendre un crédit à des personnes à très faible revenu, faire la promotion d'une méthode que l'on sait complètement inefficace. Et je vous donne le nom d'un film qui, pour moi, illustre totalement, enfin parfaitement, cette famille de facteurs, La loi du marché, avec Vincent Lindon. Donc, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Et là, voilà, on voit tout un tas, justement, de facteurs psychosociaux, et notamment ces fameux conflits de valeurs qui sont très, très forts. Donc, voilà pour les familles. J'entends que ça fait beaucoup d'informations, bien évidemment, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va mettre en place d'actions pour limiter ces facteurs psychosociaux,
moins on aura de risques d'en arriver à des conséquences et notamment des conflits. Maintenant, on va voir la démarche pour mener une gestion de conflit. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Du coup, ce qui est important dans un premier temps, c'est de recevoir l'accord des 2 parties. On ne peut pas faire une gestion de conflit si les 2 parties ne sont pas d'accord pour effectuer cette gestion de conflit. Il n'y a pas possibilité d'obliger une personne à faire une gestion de conflit. Par contre, on peut, essayer de la persuader en lui expliquant pourquoi ça peut être intéressant pour cette personne-là, pour ce groupe de personnes-là, pour les 2 parties et pour l'ensemble de l'entreprise, en fait. Donc, recevoir l'accord des 2 parties. Ensuite, on va recevoir de manière individuelle les 2 parties pour identifier les besoins, les attentes de chacun, ce dont on va avoir besoin. Et ensuite, dès lors que ces entretiens individuels sont faits, c'est de faire un entretien avec les 2 parties pour repérer vraiment les facteurs de risques psychosociaux et de rechercher les solutions communes. Effectivement, Marie-Laure le dit, il faut un réel engagement des 2 parties, hein, parce que si la personne n'est pas engagée dans cette gestion de conflit, honnêtement, ça va mener à rien et les solutions qui vont être trouvées, les solutions communes, peut-être qu'elles ne seront pas mises en place et donc on aura perdu du temps. Donc vraiment, il faut que les personnes soient réellement partantes et engagées dans cette démarche-là. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une gestion de conflit, on utilise un petit jeu de cartes, nous, en tant que psychologue du travail, sur, les, situations problématiques rencontrées. Donc, les personnes, les 2 parties, vont tirer des cartes sur les situations qu'elles rencontrent. Je sais pas, je suis mal au travail, j'ai des conflits, enfin j'ai des, relations un peu conflictueuses avec mon manager et cetera. Et ce qu'on va remarquer, c'est que dès lors qu'on va leur demander quelles, seraient les situations souhaitées, et ben, les 2 parties vont choisir la même chose. Des relations apaisées, être mieux au travail, avoir, des relations, apaisées, je l'ai dit, mais voilà, vous allez voir que en fait, les 2 parties souhaitent exactement la même chose et c'est sur les attentes de chacun qu'on va pouvoir baser cette gestion de conflit-là et vous allez voir qu'en fait, les 2 parties veulent la même chose et donc après la gestion de conflit sera plus facile à réaliser. Donc je vois qu'il y a des questions, donc du coup Marie-Laure, je te laisse, répondre si ça te va. Ensuite, dès lors qu'on est dans l'entretien avec les 2 parties, que l'entretien soit mené avec une personne interne ou externe, mais là, c'est vraiment pour vous donner des conseils, si jamais vous êtes manager, vous faites partie des ressources humaines et que vous devez mener un entretien, le plus important du coup, c'est de cadrer l'entretien. On dit: «Voilà, on est là, on va échanger, on va parler de sujets qui sont un peu difficiles», mais le but, c'est de s'écouter, de se respecter, aussi de dire que cet entretien est confidentiel, hein. C'est pas en passant la porte que je vais raconter tout ce qui s'est dit dans cet entretien-là et surtout de parler en son nom. Je parle «je». Je vais pas dire, «Cyrielle, tu m'as dit ça, ça se fait pas». Non. «Tu m'as fait ça, j'ai ressenti ça». On parle vraiment en son nom de son ressenti. On va utiliser la reformulation. La personne qui va mener l'entretien, pour s'assurer qu'elle a bien compris les propos de chacun, va utiliser la reformulation. OK, donc si j'ai bien compris, tu as dit ça, tu ressens donc ça, est-ce que c'est ça? Voilà. On va développer l'écoute active. Le but, hein, c'est pas de prendre de notes, mais vraiment d'écouter, chaque personne et c'est aussi, d'essayer de donner le même temps de parole à chacun. Souvent, il y a une personne qui va plus s'affirmer qu'une autre. Donc le but, c'est que les 2 personnes puissent, heu, autant s'exprimer l'une que l'autre, un peu comme on parle de politique, il y a un temps chronométré, donc on va pas sortir le chronomètre, mais c'est dans l'idée. De recadrer, si jamais vous voyez que, et ben, il y a des propos qui sont un peu menaçants, qu'on ne parle plus en son nom, hem, vous êtes là pour recadrer, pour dire: «Attendez, là, on sort du cadre et on recentre. On reprend la main sur l'entretien. On reparle du travail, revenons à la question, voilà, des objectifs, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est pas, l'intérêt de notre échange et cetera. Donc c'est vraiment on sait que ça peut aller dans tous les sens, qu'il peut y avoir des reproches qui sont émis. Le but, c'est de recentrer et de parler du travail, de l'organisation du travail, des facteurs, de risques psychosociaux, de la fiche de poste, par exemple. Donc le but là, c'est donc, une fois que vous avez fait, un entretien, collectif,
c'est d'en faire un deuxième, pas trop longtemps après, peut-être 1 ou 2 semaines après, de faire, si besoin, hein, 2-3 entretiens collectifs, voir si la situation s'apaise. Entre ces entretiens-là, ce qui est possible, de faire, ça va être de donner des outils, je vais en parler, juste après, pour que les personnes continuent à réfléchir sur la situation et sur ce qui est possible d'améliorer ou non. Du coup, lorsque on est dans cette résolution de conflit, vous allez voir qu'il y a plusieurs comportements, face à la résolution de conflit. Il y en a 5. Le premier, c'est, l'accommodement. C'est une personne qui va céder face à l'autre. «Tu veux ça? OK, il y a pas de souci, je te laisse, je veux pas trop me prendre la tête, OK». La compétition, on est 2, on cherche à dominer l'autre. L'évitement, la personne qui dit: «Mais un conflit ou non, je sais pas, ça non, il s'est jamais rien passé», on est un peu dans le déni. La collaboration, on cherche à travailler avec l'autre pour résoudre le problème. Et le compromis, c'est on cherche à trouver rapidement une solution, mais on va mettre quelques besoins de côté pour l'autre. Souvent, on va penser que le compromis, c'est le meilleur des comportements, alors que non. Ça va être la collaboration. La collaboration, comme c'est dit, hein, on travaille avec l'autre. Alors que le compromis, il peut avoir peut-être, une frustration de se dire: «J'ai mis quelques besoins de côté, du coup, je suis pas totalement satisfaite de cette résolution de conflit, de des solutions qui ont été, données». Du coup, on va parler de collaboration puisque c'est la résolution de conflit qui est le plus adéquate pour une démarche gagnant-gagnant. Les 2 parties sont gagnantes lorsqu'il y a une collaboration. La collaboration, c'est vraiment le comportement idéal face à la résolution de conflit. Donc comme je disais, entre les entretiens collectifs, c'est bien de donner quelques outils. Vous avez tout d'abord la communication non violente de Rosenberg. C'est donc de savoir comment communiquer avec l'autre lorsqu'il y a un conflit ou non, hein, mais dans la vie de tous les jours, ça peut vous aider. C'est un peu ce que je disais, avec, Cyrielle passe et me dit pas bonjour. Les observations. J'observe que Cyrielle ne me dit pas bonjour. Les ressentis, donc je parle toujours en mon nom. Bah, je lui dis: «Bah, moi, quand Cyril elle est passée, elle m'a pas dit bonjour, bah, je me suis sentie vexée un petit peu». Le besoin, c'est donc de dire, bah, ce dont on a envie, de clarifier les besoins et ben, c'est de dire: «Bah, la prochaine fois Cyril, moi j'aimerais bien que tu me dises bonjour» et donc la demande c'est: «OK, bah, la prochaine fois que tu passes, que tu as pas le temps de me dire bonjour et ben, j'aimerais juste que tu me fasses un signe de la main». Voilà et donc là, on parle de communication non violente puisque j'ai parlé en mon nom, j'ai parlé de mes besoins, de mes ressentis. J'ai pas dit, «Cyril, tu passé, tu pas dit bonjour, franchement, tu quelqu'un d'horrible». Non, j'ai parlé en mon nom de me dire: «Ça m'a blessé, du coup, je trouve une solution, j'aimerais que tu passes, si t'as pas le temps, tu me fais juste un signe de la main et ça me convient». Donc il y a Marie-Laure qui est en train de mettre des petits liens où vous pouvez retrouver, hein, il y a plusieurs schémas, hein, sur la communication, non violente, hein, qui sont trouvés. Moi, généralement, je les imprime et je donne aux personnes. Je leur demande d'accrocher ça à côté de leur bureau, vraiment que ce soit, toujours visible et ensuite, vous connaissez sûrement, c'est les accords, Toltec. C'est un livre, maintenant, on parle de 5 accords Toltec, mais les 4 premiers sont très bien aussi, de Ruiz. C'est toujours de se dire qu'on va faire en sorte que notre parole soit impeccable, que quoi qu'il arrive, on n'en fait pas une affaire personnelle. Cyril, si elle m'a pas dit bonjour, c'est pas parce qu'elle m'aime plus, c'est parce qu'elle était pressée et qu'elle était pas forcément bien. Donc je vais pas chercher à faire de suppositions et on fait toujours de son mieux tous les jours. Voilà, donc en résumé, hein, c'est important de repérer en premier les premiers signes d'un désaccord, de ne pas attendre puisqu'on sait que voilà, après ça va atteindre, une zone où ça va être plutôt difficile d'apaiser les conflits, les tensions et de mener une gestion de conflit puisque du professionnel, on va passer plutôt au personnel et là, ça devient un peu plus compliqué, même si ce n'est pas impossible. De repérer les facteurs de risques psychosociaux pour éviter tout désaccord qui pourrait se transformer en conflit et vraiment de se baser sur la fiche de poste, qui fait quoi, heu, les relations, les procédures et cetera et surtout ne pas attendre si vous n'arrivez pas à résoudre le conflit en interne avec, directeur, ressources humaines, CSE comme l'a très bien dit, Marie-Laure, dans le chat et ben, n'attendez pas de faire appel à la médecine du travail, donc Horizon Santé Travail. Dès que vous avez un conflit qui est identifié,
que vous fassiez partie du conflit ou non, hein, si vous êtes peut-être manager, vous voyez qu'il y a des personnes dans un service qui a besoin, vous passez par le médecin du travail, vous posez les questions nécessaires et si besoin, on pourra, intervenir, dans ce service-là pour essayer de résoudre cette, gestion de conflit. Mais, voilà, il faudra intervenir, le plus tôt possible. Voilà, on en a terminé avec, cette présentation-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que Marie-Laure est très réactive dans le chat et elle a déjà répondu à quelques questions. Si vous avez des remarques à faire, où trouver le replay? Il sera sur notre chaîne YouTube ou, Sur notre site internet aussi, vous pourrez le retrouver. Voilà. Comme le dit Marie-Laure, hein, chacun doit être acteur et accepter et vouloir en parler. Donc voilà, faut pas hésiter à en parler en interne et si vous voyez que c'est compliqué, vous avez la médecine du travail, pour vous aider. Donc qu'importe l'interlocuteur que vous voulez voir, hein, que ce soit les psychologues, l'ergonome, il faudra toujours passer par le médecin du travail, comme l'a dit, Cyrielle, au tout début de la présentation. Merci à vous de nous avoir écoutés. On reste, encore un petit peu s'il y a des questions. Sinon, on vous laisse vous déconnecter, tranquillement. Merci d'avoir participé à cette, présentation, d'avoir répondu, à nos petites questions sur le conflit au travail. Voilà, on espère que ce sera, intéressant et pertinent si jamais vous avez un conflit, à résoudre au travail. Merci à tous, bonne journée. Merci vraiment pour votre présence et puis merci de vous intéresser à ce sujet qui est très important. Et merci Marie-Laure pour tous les bons tuyaux que tu as pu transmettre via le chat. Merci à tout le Le monde. lien de la chaîne YouTube, vous tapez Horizon Santé Travail, sur, YouTube et si jamais il y a une problématique, liée, je vois une question, vous avez le service, GRA, gestion de la relation client. Non, c'est ça, adhérent, pardon. Si vous avez, des questions concernant le médecin qui vous a été attribué et cetera, voilà. Merci Bonne à journée à vous. vous tous Donc la aussi. chaîne Merci YouTube, beaucoup. c'est, Horizon Santé Travail, hein, tous nos réseaux, c'est Horizon Santé Travail. Et vous retrouvez sur notre site internet tous les liens YouTube, LinkedIn, Instagram, voilà. Exactement. Merci pour votre participation. Merci à tous. Merci Marie-Laure pour le lien. Bonne journée. Bonne journée à tous, bonne continuation. On va donc clôturer, Mathilde. Qu'est-ce que tu en penses, cette session? Oui, là, je vois que Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, merci. je te Bah, laisse. très bientôt, hein. Il y a d'autres webinaires qui sont organisés. N'hésitez pas à N'hésitez pas, regarder oui, sur notre tout à site, fait. internet, les prochains webinaires, concernant différentes thématiques, hein. Nous nous retrouverons peut-être lors d'un prochain webinaire ou même dans votre entreprise. Exactement. Belle journée à tous.